Monsieur le ministre, d'abord, tous nos remerciements pour avoir accepté, malgré un emploi du temps chargé, surtout le mercredi, on connaît les obligations qui sont celles d'un ministre, donc de participer à cette journée qui est consacrée à l'économie sociale et solidaire, qui est un projet que vous portez depuis le début, et nous suivons depuis exactement un an, puisque voilà un an que le premier avant-projet était publié. Donc nous avons eu tout au long de cette journée des analyses extrêmement intéressantes, avec 4 tables rondes qui ont traité d'abord de l'ESS en faisant le tour du monde. Deuxièmement, nous avons parlé du projet de loi, naturellement, et on a essayé d'en percer toutes les subtilités. Ensuite, une table ronde a été consacrée à la question de l'entrepreneuriat social et de ses rapports avec l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, nous venons de terminer avec les questions de financement et d'innovation. Alors, quelques réflexions synthétiques, et je m'excuse de ne pas rapporter évidemment tous les propos extrêmement intéressants, approfondis, qui ont été tenus sur cette estrade depuis ce matin, mais je voudrais relever un certain nombre de choses, je voudrais dire à Monsieur Hamon. D'abord, nous voyons bien sûr que le projet de texte que vous portez, qui vient de faire l'objet donc d'un premier examen par le Sénat, nous avons suivi avec beaucoup d'attention, bien évidemment, s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement mondial de l'économie sociale et solidaire. Il y a là une espèce de mouvement de société qui touche pratiquement tous les continents, puis nous a dit ce matin que même 2 pays africains étaient en train de préparer des projets sur le sujet. Donc, nous nous inscrivons, la France s'inscrit avec vous dans un véritable investissement international. Deuxièmement, bien que la question ait été discutée, je dois vous dire que nous ne nous sentons pas du tout mal à l'aise vis-à-vis du concept d'entreprise sociale, même s'il y a évidemment ici et là quelques hésitations sur ce changement de vocabulaire. Mais globalement, nous acceptons tout à fait cette dénomination qui n'est peut-être pas très habituelle en effet dans le vocabulaire associatif, qui peut poser néanmoins un problème dans la mesure où on trouve évidemment des organisations associatives qui n'ont pas de fonction de production, mais qui ont pour but de rassembler des gens dans le domaine de voisinage, par exemple, qui n'ont donc pas véritablement d'activité de production de services, mais qui sont simplement des organisations de rapprochement de personnes. Rentre-t-elle ou ne rentre-t-elle pas dans l'économie sociale et solidaire? C'est une question qui a été évoquée. Ce que nous disons néanmoins, pour la plupart des associations, notamment du monde social qui est le nôtre, ici du monde social, médico-social et sanitaire, c'est que pour nous, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans les entretiens privés que vous avez bien voulu nous accorder, pour nous, la finalité est d'abord sociale. Elle n'est pas d'abord économique. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de négliger l'aspect économique de nos activités, mais c'est le moyen. C'est le moyen et nous ne souhaitons pas que le moyen remplace en quelque sorte la fin, la finalité. Elle est sociale et elle est humaine. Alors ceci a des conséquences sur le texte, bien évidemment, qui globalement nous satisfait. La reconnaissance que le texte apporte à l'économie sociale et solidaire est pour nous un phénomène tout à fait majeur, un véritable événement. Ceci dit, dans la façon de le traduire dans un texte juridique, nous nous sommes posés un certain nombre de questions qui sont revenues tout au long de la journée. Et en particulier sur, je dirais, l'intensité de l'inclusion, enfin ce que vous appelez l'inclusion dans vos propos habituels, qui permet d'accueillir dans l'économie sociale et solidaire des entreprises du secteur marchand qui répondront néanmoins à un certain nombre de critères, de conditions tout à fait précises qui sont prévues dans le texte. Ceci dit, il y a une question d'orientation un peu politique ici, qui ne nous sépare pas du projet, mais qui néanmoins mérite d'être signalée, dans la mesure où il nous semble, compte tenu en particulier du caractère uniquement déclaratif pour ces entreprises qui vont se dire
participer à l'économie sociale et solidaire et qui vont se dire pour un temps indéterminé participer à l'économie sociale et solidaire et donc de façon purement déclarative auprès d'une autorité compétente. Je pense que les décrets qui suivront nous préciseront les choses. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir de façon peut-être un peu plus restreinte, un peu moins ambitieuse pour accueillir des entreprises du secteur marchand, quitte à ouvrir ensuite le champ si on s'aperçoit que vraiment la définition est un peu trop étroite, plutôt que de partir d'une définition large qui nous paraît être plutôt celle que porte le projet de loi pour essayer, mais avec beaucoup plus de difficultés, me semble-t-il, s'il y a des dérives, s'il y a des excès, s'il y a des abus, notamment dans le temps, et rétrécir le champ de l'économie sociale et solidaire ouvert à des entreprises du secteur marchand. C'est une position qui a été exprimée aujourd'hui, que je voulais vous redire, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, d'autant que la loi nécessairement, et nous ne sommes pas contre, organise davantage la concurrence entre le secteur marchand et le secteur non lucratif. Alors, il faut y faire évidemment très attention, et vous imaginez bien que le monde social y est particulièrement attentif. Nous voulons éviter évidemment une marchandisation du social, non pas qu'une fois de plus nous soyons anti-concurrence, ce n'est pas notre problème. Ça fait partie de la démocratie, la concurrence bien évidemment, mais nous sommes très très sensibles à tout phénomène, à toute organisation qui pourrait aboutir à une ségrégation dans la protection sociale et dans l'action sociale qui permet d'accueillir des gens qui sont en difficulté dans notre société. Ce sujet du champ donc des entreprises sociales ou d'économie sociale et solidaire a donné lieu aussi à un certain nombre de réflexions intéressantes sur la mesure de l'impact social de ce que font, de l'activité qui sont les activités qui sont celles de ces organismes. Ici, j'y reviendrai à propos de l'innovation tout à l'heure. Nous sommes évidemment très attentifs ou serons très attentifs à ce que les indicateurs qui seront mis en place par les financeurs en particulier ne soient pas des indicateurs qui soient trop dominés par une préoccupation, je dirais presque exclusivement ou trop économique. Nous disons volontiers ici dans le monde social que nos associations, avant d'être des outils, des lieux de production de services, ce qu'elles sont évidemment, sont d'abord des lieux de production de relations entre les personnes qui sont sur le bord de la route ou qui sont menacées de le devenir et la société. De la même manière, les associations rassemblent les besoins qu'elles constatent tous les jours sur le terrain, qui proviennent des citoyens, pour les porter au niveau politique, pour les porter au niveau public. Donc c'est encore une question de relation qui est ici en cause. Et ici, par conséquent, nous débordons de l'activité purement économique, qui est aussi, naturellement, celle des associations. Donc ceci pour vous dire que nous serons très intéressés et très vigilants sur les indicateurs qui pourront être mis en place. Autre sujet qui a été évoqué, d'ailleurs, deux sujets qui sont d'ailleurs intriqués l'un à l'autre, c'est la question des territoires et la question de l'innovation. Nous avons eu un exemple extrêmement intéressant de mise en place de projets de pôle territorial de coopération dans le Vaucluse, qui est aujourd'hui en cours de fabrication, mais qui est extrêmement prometteur, et qui marque bien par la mise en commun, la mutualisation des forces et des intérêts de plusieurs opérateurs du monde social, que nous sommes de plus en plus devant des besoins sociaux qui sont des besoins pluriels. C'est plus les besoins qui se manifestent aujourd'hui sont plus seulement des besoins d'allocation, de ressources financières, mais aussi des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes d'éducation, de famille, etc. Et tout cela sur la tête d'une même personne. Par conséquent, le monde associatif est amené de plus en plus à coopérer, à mettre en commun donc ses forces et ses analyses et ses projections aussi dans l'avenir. Et de ce point de vue-là, l'idée des pôles de coopération qui figurent dans la loi et qui commencent à se mettre en œuvre, puisqu'il y a, nous a-t-on dit, beaucoup de projets de cette nature, près de 200 projets, je crois, nous a dit Uxibile, qui sont en train de se manifester, nous paraît extrêmement positif. Ce qui veut dire que là encore, l'innovation sociale est une innovation qui va partir du terrain. L'innovation, c'est d'abord une affaire de territoire. En tant qu'ancien fonctionnaire, je peux confirmer ce qui a été dit cet après-midi, c'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas d'abord l'affaire de l'État. Les fonctionnaires peuvent être imaginatifs, mais l'innovation sociale, ce n'est pas d'abord leur affaire. Elle vient vraiment du terrain, elle vient de la rencontre des problèmes des personnes sur
sur les territoires. Donc innovation et territoire sont tout à fait liés. Sur l'innovation, deux questions parmi bien d'autres ont été posées que je retiens. La première, c'est de dire le financement de l'innovation, c'est bien, mais comment pérennise-t-on l'innovation? Et là, les associations rencontrent des difficultés. Quelquefois, il faut avoir recours de façon quasi permanente à des financements d'innovation pour pérenniser une activité, ce qui n'est quand même pas tout à fait normal. Ce qui veut dire que dans notre dispositif d'appui financier à l'innovation, il y a un après qu'il faut certainement prévoir et organiser qui ne l'est pas encore véritablement. L'autre question qui a été posée, vous la connaissez, c'est de savoir s'il est vraiment utile que la loi se risque à définir l'innovation. Alors, nous savons que cette définition est revenue au Sénat après avoir un temps disparu du projet gouvernemental. Ici, les opinions sont extrêmement variées, parce qu'on peut se dire qu'il est peut-être utile de caler en quelque sorte un minimum de critères, un minimum de définitions, de manière telle que les financeurs, que les banquiers, contre lesquels nous n'avons rien, au contraire, nous trouvons ici une UNIOPS chez notre banquier, par conséquent, je ne vais pas en dire du mal, au contraire, je ne peux en dire d'ailleurs que du bien, mais les banquiers sont les banquiers, naturellement, et les questions de rentabilité, de retour sur investissement sont des choses qui sont tout à fait importantes. On ne peut que les comprendre. Mais à partir du moment où je vous ai dit que, pour nous, nous étions d'abord des entreprises de relations, je dirais que le paramètre important pour nous est de savoir quel est, non pas le retour sur investissement, non pas la plus-value, non pas l'aspect financier des choses, même si ça compte, il ne s'agit pas de le négliger, mais véritablement quelle est l'intensité de la mise en relation que nous arrivons à faire, c'est-à-dire le retour en société, en quelque sorte, de ceux qui ont besoin des services, de l'appui du monde associatif. C'est l'intensité et la cohésion sociale qui, pour nous, compte d'abord, et parlant tout à l'heure des paramètres, des critères de fonctionnement et de résultats du monde associatif social, c'est évidemment quelque chose pour nous qui est au premier plan des préoccupations. Je termine, Monsieur le Ministre, très rapidement, je vais très vite sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui, sur l'aspect financier et aussi sur l'aspect fiscal, qui a été assez peu présent dans nos débats aujourd'hui, parce qu'il ne figure pas évidemment dans la loi, c'est normal, mais nous avons apprécié évidemment les incitations, les appuis qui figurent dans la loi dans le domaine du financement du monde, je parle que du monde associatif, mais je pense que c'est vrai naturellement pour nos cousins ou nos frères du monde mutualiste ou du monde coopératif, la relance du titre associatif, bien évidemment, rénové dans des conditions qui, on peut l'espérer, produiront plus de résultats que la première version de ce titre associatif. La BPI, nous avons eu un exposé extrêmement intéressant tout à l'heure du représentant de la BPI. Bon, tout cela nous paraît effectivement de très bonne augure et nous comptons beaucoup sur ces moyens. J'ajoute qu'ils doivent être évidemment, à notre sens, et nous avons déjà aussi l'occasion de vous le dire, je crois que vous en avez été tout à fait d'accord, complétés par un volet fiscal. Il y a plusieurs, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, vous les connaissez très bien, plusieurs aspects dans ce domaine fiscal qui touchent aujourd'hui le monde associatif, que ce soit dans le domaine de la fiscalité, des fusions ou des absorptions, que ce soit dans le domaine des fonds propres et de la conservation des excédents que peuvent faire les associations, etc. Il y a une bonne demi-douzaine de questions de cette nature qui se posent, dont on sait bien qu'ils ne peuvent pas être traités par une loi, je dirais, même une loi cadre, mais qui ressortent de la compétence de la loi de finances, mais sur laquelle nous comptons évidemment beaucoup, parce que tout ceci commande le développement de l'économie sociale et solidaire, au moins dans sa version associative. Elle est importante puisque, vous le savez, le monde associatif, au plus large, c'est une grosse partie, si ce n'est la plus grosse partie, de l'économie sociale et solidaire, aussi bien par son chiffre d'affaires que par les emplois qu'il comporte. Alors, je terminerai, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, par une citation que nous a donnée tout à l'heure Henri Noguès, qui m'a paru très, très heureuse, qui citait lui-même Frédéric Leplay. Donc, c'est pas tout jeune, mais pour dire, Frédéric Leplay nous a rappelé Henri Noguès que l'économie sociale, c'est la science de la vie heureuse. Je souhaite une longue vie heureuse au projet de loi que vous êtes en train de défendre devant le Parlement. Merci de votre venue.